élément très important dans les changements qui vont venir. Et ça, c'est les noms. Ils vous changent les noms. Qu'est-ce que les noms? Quand les noms, c'est la racine des lettres. Votre nom est ce que vous êtes réellement. Nos ancêtres ne donnaient pas les noms pour rien. Parce que la communauté est en train de vivre, on donne aux enfants les noms, et ces noms-là constituent les fonctions que ces enfants vont jouer dans la communauté pendant toute leur existence. Alors, donc, lorsqu'on change les noms, on change le destin de l'enfant. Par exemple, on va appeler un enfant Paul. Or, cet enfant-là qui va prier ses ancêtres n'entendent pas le nom Paul. Ils ne peuvent pas entendre, parce qu'ils ne comprennent pas. Les noms veulent aussi dire qu'il y a les problèmes de la langue. Alors, la langue constitue, c'est comme le téléphone. Pour pouvoir rester en contact avec Dieu, il faut avoir la langue. Et la langue, on dit langue maternelle, c'est pas pour rien. C'est la langue avec laquelle on sort du corps de ses parents. Voilà, donc je voulais mettre ces éléments en place avant de pouvoir continuer. Mon exposé comprendra deux parties. Une première partie, j'aborderai la question de la connaissance de l'Afrique. Nous avons, au fur et à mesure que les recherches avancent, nous nous sommes rendus compte qu'il s'est constitué une longue tradition de mauvais diagnostics de la situation de l'Afrique. Donc, ça c'est la première partie. Nous allons montrer en quoi il y a une longue tradition de mauvais diagnostic de la situation de l'Afrique. La deuxième partie, et nous allons parler de comment restaurer ces dialogues-là. En fait, nous aborderons quelques pistes de réflexion. Voilà. Voilà rapidement les questions telles que nous allons les aborder. Alors, après avoir mis en place, donné ces éléments, je voudrais seulement dire ceci. Je vais partir maintenant de 1960 pour que chacun soit à l'aise, sinon on n'aura pas le temps. Nous savons tous que depuis les années 60, dès les indépendances, il y a des voix qui ont commencé à s'élever pour dénoncer les comportements de nos élites. Et de plusieurs manières, il y a des chansons, il y a des ouvrages comme celle de Kourouma où il parlait du soleil de l'indépendance. Les gens ont commencé même à se moquer de l'indépendance. Il y a même des chansons comme celle de Franklin Boukaka dans Les Bicherons. Il dit, je me demande l'indépendance que nous avons eue, c'était pour qui? Et ceux que j'ai choisis ont préféré jouir des privilèges, des voitures, manger, boire et tout ça. Et moi, on se rend seulement compte que j'existe lorsqu'il y a des élections. Vous voyez, donc c'est la question, dès 1900, le début des années 60, la question commence à se poser et commence à se faire un fossé entre les élites. Et bien sûr, quand je parle des élites ici, je ne parle pas du président de la République. Nous nous entendons bien, puisque notre prochaine conférence aura pour titre « C'est la faute de nos chefs d'État ». C'est faux, l'exemple vient en bas. Quand je parle des élites, les premières élites d'un pays, ce sont les parents. Donc on va voir qu'il y a sorte de fuite en avant. Les parents sont des élites, les instituteurs sont des élites, les entrepreneurs sont des élites, les professeurs sont des élites, les médecins sont des élites, les présidents sont les élites, les ministres, toute personne qui a une responsabilité envers quelqu'un d'autre, envers autrui, est considérée ici comme élite. Et donc, on va voir que la question des élites commence à se poser.
lentement, il va se creuser un fossé. Alors, le rôle de l'anthropologue, c'est d'étudier les mœurs. Quel est le problème des mœurs qui se pose? En 1921, déjà le 10 septembre 1921, le prophète Simon Kimbangu, avant de se livrer aux colons qui les recherchaient, avait fait un sermon. C'est un sermon très puissant. Et dans ce sermon, il a prédit qu'il y aurait, après la Première Guerre mondiale, il y aurait une Deuxième Guerre mondiale. Qu'à la suite de cette Deuxième Guerre mondiale, plus meurtrière que la première, les colons seront affaiblis, et dans cet affaiblissement, eux-mêmes, puisqu'ils ont refusé d'être colonisés, eux-mêmes donneront l'exemple aux peuples qui sont en train de coloniser pour qu'eux aussi, ils demandent à leur tour, mais de façon consciente et plus déterminée, leurs indépendances. Alors, il va dire une phrase qui est en rapport avec notre exposé d'aujourd'hui. Il dit ceci: les premières générations des élites africaines trahiront le peuple. Il est dit de quelle manière? Mais l'Afrique sera indépendante, le Congo sera indépendant, l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Nous sommes le 10 septembre 1921. Donc, le prophète Simon Kimbangu va être arrêté. Il sera en prison, condamné à mort. Et à quelques heures de l'exécution, cette condamnation à mort fut communiée en prison à perpétuité. Il restera 30 ans de prison. Mais il a eu des disciples. Parmi ses disciples, il y a ceux qui ont fait plus de 39 ans de prison. Vous voyez, pour avoir demandé la libération du continent. Donc, la vague d'interpellation commencée dans les années 60 continue à s'accroître au fur et à mesure que de nouveaux problèmes se posent à l'Afrique. Ce ne sont pas seulement les chanteurs qui interpellent les autorités, ce sont les écrivains, mais il y a aussi un grand travail qui sera fait de l'extérieur par les élites européennes. Et là, il y a deux catégories. D'abord, il y a la catégorie de ceux qui sont dans la lignée du colonialisme. Il y a ensuite une autre catégorie de ceux qui sont tiers-mondistes, un peu, comme Jean-Paul Sartre, qui écrit d'ailleurs des préfaces des ouvrages d'Africains, ou comme par exemple les révérends Tempère, parce qu'il y a eu aussi des missionnaires qui, eux aussi, qui ont consacré beaucoup de temps à étudier les peuples africains. Voilà un peu, on avance, et avec le temps, les langues se délient, et les peuples africains se rendent compte que malgré toutes ces interprétations faites par quelques individus éclairés, les choses ne changent pas. Et lentement, les interprétations deviennent presque, je peux appeler ça, un mode de vie. Et malgré cela, ce mode de vie, ces débattages, la situation ne change pas. Donc voilà là où ça devient un problème. Nous sommes aujourd'hui le 31 juillet 2010. Vous vous rendez compte que la plupart des pays africains viennent de fêter les cinquantenaires de l'indépendance. Et il reste que nous sommes restés sur notre soif. Parce que dans aucun pays on a expliqué pourquoi, qu'est-ce qu'on était en train de fêter, pourquoi on a fêté. On n'a pas expliqué. Bon, nous pouvons être contents parce que c'était des fêtes. Là, ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est le travail de commémoration. Parce que lorsque on est mort, on est arrivé
dans l'État. Est-ce que vous savez la différence entre un pauvre et un misérable? Alors, les pauvres, c'est quelqu'un qui vit relativement bien, mais qui n'a pas beaucoup de ressources. Les misérables, c'est-à-dire qu'il est en dessous de la pauvreté. Vous voyez? Donc, c'est vraiment espoir perdu. L'Afrique est passée au XVe siècle à une période de prospérité, puis à une période de pauvreté, et elle est entrée au cours de ces 50 dernières années dans une période de misère. La misère de la majorité. Alors, donc, les élites sont interpellées et au fur et à mesure que les interpellations se font et que les élites ne répondent pas, il s'est formé un fossé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions là? En fait, dès les années 30-40, il y a eu des jeunes élites africaines qui ont commencé à demander les indépendances. Les travaux qu'ils ont fait, et surtout aussi largement relayés par les descendants d'esclaves, les travaux qu'ils ont fait amènent les autorités au début des années 50 à commencer à former les élites qui prendront les États indépendants après. Ces élites, on les appelle assimilés, assimilados en portugais, on les appelle évolués par exemple au Congo, et il y a plusieurs noms comme ça. Et en Lingala, on dit, ou au Congo, on dit Mundelendombe, donc les blancs noirs. Et on forme lentement ces gens-là dans les milieux de l'église catholique, notamment, qui a produit plus de 80% d'élites actuelles. Et donc, il s'installe une situation un peu anachronique. Qu'est-ce qui va se passer en 60? Lorsque les colons ont physiquement quitté l'Afrique, ils sont restés spirituellement sur place, mentalement. Parce que ce qu'ils appelaient les évolués, les assimilés, sont partis occuper et les maisons des colons, mais aussi ils ont gardé toutes les mœurs que les colons avaient. Et parfois même, dans une situation d'excès des ailes, ils ont été plus cyniques. Certains membres des élites ont été plus cyniques encore, plus européens plus colons que colons. Et donc, nous sommes arrivés à des situations où aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en train de se développer. L'Afrique se sous-développe. Ce que je voudrais dire, la situation que tout le monde a combattue en Afrique du Sud, qu'on appelait l'apartheid, l'apartheid se fait partout, mais en douce. Qu'est-ce que l'apartheid? L'apartheid a été instauré en Afrique du Sud en 1948. C'est un système où les Européens étaient de leur côté et les Noirs de leur côté. Or, prenez une minute à l'intérieur de vous-même, observez ce que vous savez de l'Afrique, vous vous rendez compte que nous sommes dans une situation d'apartheid, de développement séparé. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers pour les riches, il y a des quartiers pour les intellectuels et tout ça. Quand quelqu'un réussit, il quitte les quartiers pauvres, il va rejoindre les quartiers des élites. Alors, les investissements, tous les investissements, par exemple, on veut mettre les routes, on veut mettre les téléphones, on veut mettre les écoles, on veut mettre les administrations, tout cela s'est mis dans le même quartier, exactement dans la même logique qui a prévalu au moment du colonialisme, où il y avait un développement séparé, c'est-à-dire que les colons vivaient de leur côté, et les quartiers qu'on appelait les quartiers indigènes, donc les indigènes habitaient de leur côté, nous sommes dans la même machine. Et il s'est fait que dans cette situation, il y a une très grande accumulation de difficultés. Quand on dit quartier pauvre en Afrique, c'est même, il faut commencer à dire, il y a même plus de quartiers pauvres. Parce que nous sommes descendus très loin maintenant, nous sommes même au-delà du fond du gouffre. Parce qu'il faut parler des quartiers misérables. On ne peut pas parler des quartiers pauvres. Parce que les quartiers pauvres ici, en Europe, on parle souvent de la classe moyenne. En fait, la classe moyenne, c'est les gens qui touchent à peu près 1,5 fois ou 2 fois les SMIC. Donc, ils ont relativement un niveau de vie, ils sont plus ou moins aisés.
il n'y a pas de classe moyenne en Afrique. Il y a une petite minorité d'élite qui a réussi et une autre qui n'a pas réussi. Ma tâche de chercheur et aussi d'homme politique n'est pas de dire c'est la faute de qui. Si je parlais des élites, c'est parce que je commence la première génération, la première catégorie d'élite à laquelle que j'interpelle ici, ce sont les parents. Il suffirait, pour illustrer mon propos, d'aller à la gare du Nord pour voir que quand nous étions en Afrique, on dit non, c'est la faute des dictateurs. C'est à cause des dictateurs que ça ne va pas. Bon, on quitte l'Afrique à cause de ça parce qu'ils ont posé une situation. Nous sommes arrivés ici en Europe, installés, l'école est gratuite, il y a des enfants qui n'ont même pas pu terminer l'école primaire, et il y a des parents qui n'ont aucune maîtrise aujourd'hui de leurs enfants. Parce qu'ils pensaient même que, en regardant les films, que ce qui se passe dans les films, c'est comme cela qu'il faut vivre. Donc, j'interpelle ici les élites, dans ce sens où il y a une sorte de fracture économique, parce qu'il y a une minorité qui réussit, et ceux qui restent dans la majorité des misérables, quand ils réussissent, ils quittent la cité des misérables, ils quittent les écoles de misérables, ils quittent les emplois des misérables, ils quittent totalement. Et ils quittent même la civilisation africaine. Il y a ceux qui ne mangent même plus les aliments africains. Il y a ceux qui ne vont même plus aux enterrements. Il y a ceux qui ne vont même plus là, partout où on pratique la civilisation africaine, il y a des gens qui vivent en Afrique et qui n'y vont même plus. Il y a des enfants nés en Afrique dont les parents sont dans l'élite qui ne parlent aucune langue africaine. Donc, vous voyez, c'est des situations difficiles. Donc, on ne peut pas arriver au développement sans que toutes ces questions-là soient posées. Donc, il y a aussi, pour terminer ces premiers points, le fait que le peuple est souverain. C'est le peuple qui délègue, qui mandate les élites pour faire pour leur bien, pour le bien de tous, telle chose. Donc, si le peuple n'assume pas leurs responsabilités, ils méritent leurs élites. Vous voyez, donc, nous devons changer aussi des lectures de la situation. Nous sommes là, à partir de tous ces éléments que je viens de dire, que depuis la colonisation, il y a des formes d'apartheid, des développements séparés, la société africaine est totalement déstructurée, totalement fracturée, totalement misérabilisée. Et au point que, si nous voulons une renaissance, il nous faut impérativement restaurer les dialogues. Les dialogues ne peuvent pas se faire par un individu. Aujourd'hui, il n'y a même pas de monologue, puisque les gens qui ont réussi, ce qu'on appelle ceux qui ont réussi, ils vivent dans leur quartier et ils vivent isolés. Et les pauvres, disons, le reste de la population, a quand même conservé une partie de la culture, mais maintenant, puisque nous sommes dans une problématique de destin, de communauté de destin, il faut restaurer le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire 4 choses. Hein, je vais être court parce que je laisserai le temps aux questions, sinon c'est trop long. Il y a, de mon sens, pour le deuxième point, 4 choses à faire.